Bienvenue, ici Rémi Trudel, professeur à l'École nationale d'administration publique, une composante de l'Université du Québec, pour cette première de la série sur l'industrie forestière au Québec. Aujourd'hui, nous allons vous présenter M. Adam Lapointe, qui est un économiste qui œuvre au niveau du développement régional, en particulier dans le domaine de la foresterie, depuis de très nombreuses années. De nouvelles avenues pour l'industrie forestière au Québec. Bon visionnement! Une série sur la foresterie au Québec et surtout sur l'utilisation de la fibre et la diversification dans les manières et les façons d'utiliser cette fibre forestière qui est intimement liée à notre histoire. L'Institut des régions ressources du Québec a mis de l'avant une série de présentations à caractère scientifique, mais aussi très pratique sur diverses expériences qui se déroulent dans le monde entier et qui peuvent nous amener, qui vont nous amener à diversifier l'utilisation des sources de cette fibre, la fibre de l'arbre sur le territoire québécois. Quand on parle de diversification de l'utilisation forestière au Québec, on est en train, en quelque sorte, de refaire à peu près toute l'histoire du Québec. Cette histoire qui est intimement liée à l'existence de cette ressource forestière et ses utilisations. On n'a qu'à se souvenir, et on en a tous eu des bribes dans l'apprentissage de notre histoire, que les premiers débarquements qui ont lieu en Nouvelle-France, au moment des conquêtes par les Français, et on verra plus tard avec les Anglais, la première exploitation qu'on va en faire, c'est d'abord d'utiliser les grandes ressources forestières pour la construction des bateaux, soit par ce qu'on a appelé plus tard la mère patrie française, et beaucoup plus tard, l'Albion, les conquérants anglophones. Essentiellement, notre histoire dans plusieurs sens du terme, parce que ce qu'on veut, c'est cette précieuse ressource qui vaut de l'or, c'est le cas de le dire, pour la construction navale, parce qu'on est en pleine expansion d'expansion des grandes capitales qui veulent conquérir l'Inde, qui veulent conquérir le monde, qui veulent conquérir le domaine des épices, qui veulent conquérir le domaine des ressources, qui veulent conquérir de nouveaux espaces. Et pour ce faire, on a besoin de vaisseaux, de bateaux, d'éléments pour conquérir ce monde-là. On va trouver beaucoup de ressources forestières au Québec. Et c'est également lié à l'évolution sociologique de notre nation, de notre peuple au Québec, parce que si on veut utiliser cette ressource assez exceptionnelle qu'est la ressource forestière, donc pour la construction des bateaux, bien, ça amène aussi une toute nouvelle génération de conquérants, en quelque sorte, les conquérants de la forêt. On va envoyer en Nouvelle-France toute une série, tous des groupes de population, puis on va les envoyer dans le bois. On va les envoyer dans le bois, pourquoi? Parce qu'on veut avoir cette ressource-là. Mais on notera encore une fois que dans cette sociologie de l'évolution, soit de l'exploitation forestière, ou encore du développement des populations, eh bien, ce sont les plus exploités qui vont aller chercher la ressource forestière. Puis on ne fera pas de transformation, on ne fera pas grande construction de bateaux au Québec ou au Canada, en Nouvelle-Angleterre ou en Nouvelle-France. On ne fera pas beaucoup d'exploitation, on va plutôt prendre la ressource, c'est l'histoire aussi de ce peuple-là. On va envoyer des gens moins fortunés dans la forêt, chercher la ressource, on va l'amener près des ports, en particulier dans la région de Québec, et puis on va faire développer des emplois et de la construction navale du côté des grands chantiers de l'Angleterre. Cela va évoluer assez rapidement et avec les efforts de colonisation qu'on va faire sur le territoire québécois en particulier, on va développer le côté agricole, mais encore une fois, ce ne sera pas suffisant pour faire vivre la population de ne que cultiver la terre en développant les terres arables de la plaine du Saint-Laurent. On sera obligé encore pendant l'hiver, encore pendant longtemps, d'aller couper la ressource forestière et de l'expédier à l'étranger. On va vivre plus tard une autre phase
plutôt vers les années 1800 où on va introduire la notion de production de papier, la production de pâte et de papier. Alors là, encore, la forêt qui va faire vivre, mais faire vivre les ressources exploitées à un premier niveau, pas au deuxième niveau. Alors c'est donc une nouvelle période qui va s'instituer un tout petit peu plus tard, ce que les frères Perron de la Serre, qui ont eu des grands complexes de sillage et de transformation, le 2x4. On va non seulement couper la ressource forestière qui coûte presque rien, mais la ressource forestière qu'on va transformer en matériaux de construction, le bois d'œuvre, surtout du 2x4. Et encore là, on va expédier le 2x4 à l'extérieur du Canada. Notons ici qu'il nous faut aborder le régime forestier avec tout ça. Si au tout départ, les concessions forestières n'existent pas parce que tout le territoire conquis par les Français et subséquemment avec la capitulation de 1759 va appartenir aux Anglais, le territoire appartient au roi de France, au roi d'Angleterre. C'est le roi qui accorde des privilèges, à des concessionnaires. Ce n'est qu'un siècle plus tard, avec le système censitaire, qu'on va aborder formellement les concessions. On va dire à des entrepreneurs, on vous donne le droit d'aller couper sur tel territoire. Et remarquez qu'à cette époque-là, on n'a pas encore de redevance. C'est un tout petit peu plus tard où on va passer, au tournant des années 1900, à des concessions forestières. On dit à des entrepreneurs, des transformateurs, vous avez le droit de couper tant de mètres carrés de bois sur tel territoire, et en retour, on va vous demander une compensation financière, mais qui est bien modeste. Tout cela, donc, va nous amener, avec l'époque des moulins à papier au Québec, à une transformation primaire et où les fournisseurs et les transformateurs doivent payer une redevance bien modeste cependant. Tout cela va être transformé à grands traits là, dans l'histoire. Autour des années 1990, c'est un ministre des Forêts, le premier ministre des Forêts du Québec dédié, Jean-Pierre Jolivet, qui va instituer un nouveau régime forestier, qui fait en sorte que quand on obtient un droit de couper de la ressource forestière, soit pour de la pâte, soit pour du bois d'œuvre, soit pour de l'exportation, eh bien, on a toute une série d'obligations qui sont liées à cette concession-là. D'abord, une redevance financière, l'obligation de reboiser. Un arbre coupé doit correspondre à un arbre planté et toute une autre série de gestes d'aménagement qui doivent être faits. Et ça va nous amener ça à la période de l'erreur boréale de Desjardins, de Richard Desjardins, qui va nous montrer que même à cela, les compagnies forestières s'en foutent un peu et que le reboisement, c'est plutôt la politique de la terre brûlée et on replante à peu près n'importe quoi quand on a l'obligation de le faire. Cela va se passer dans le contexte d'une crise américaine où le bois d'œuvre va être taxé, va être frappé de frais de douane et ça va amener la quasi-ruine de l'économie de transformation des ressources forestières au Québec de façon assez magistrale. On est au tournant des années 80-95 et là, des universités comme l'Université du Québec à Chicoutimi, des instituts naissants comme l'Institut des régions et ressources du Québec vont s'attaquer à la tâche de découvrir de nouveaux modèles, de nouvelles façons d'utiliser plus intelligemment, de façon plus poussée, la fibre forestière au Québec. C'est pourquoi il est important que cette connaissance nouvelle de la foresterie au Québec, liée à l'histoire de la nation québécoise, soit illustrée et poussée encore plus loin pour en arriver à ce que chaque pouce cube de fibre forestière soit utilisé d'une façon acceptable au plan environnemental, mais que sur le plan économique, ce ne soit pas une simple utilisation, pour ne pas dire un gaspillage, parce qu'on n'utilise pas toute la fibre à meilleur escient, comme on le fait dans d'autres pays du monde. Ces modèles en Suède, ces modèles en Finlande, ces modèles un peu partout dans le monde qui ont vécu cette crise de la ressource forestière raréfiée. C'est plus rare, c'est plus loin, elle coûte plus cher, mais on peut faire davantage. Alors, on pourrait dire que c'est la période qui est en train de se dessiner en foresterie. C'est l'imagination, l'intelligence, la connaissance au travail, la connaissance scientifique, mais aussi la communication avec les populations qui ont vécu depuis 300 ans de la mise en valeur, sinon de l'exploitation
de ces ressources depuis 300 ans. Maintenant, une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir pour faire en sorte qu'on tire le maximum et qu'on soit assuré aussi que pour les générations futures, à tous égards, eh bien, cette forêt, elle puisse être utilisée et utilisée de diverses façons et qu'elle puisse contribuer toujours, non seulement à des revenus de travail, mais au mieux-être, à une qualité de vie qui fasse en sorte qu'on y arrive avec des moyens qui soient adaptés à la réalité moderne. Alors, l'Institut des régions ressources, c'est un organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, qui a été créé pour répondre à des impératifs des gens qui vivent dans des régions périphériques ou ressources comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de fournir un argumentaire à des problématiques qui sont propres aux régions, qui sont aussi, qui peuvent être québécoises, mais dont les effets sont tout à fait différents de ce qu'elles peuvent retrouver dans l'ensemble du Québec. Donc, ou encore de fournir un argumentaire ou des problématiques à des difficultés qui sont exclusives aux régions pour alerter ou encore de convaincre les autres paliers gouvernementaux de la nécessité d'intervenir et en proposant des solutions aux problématiques qui sont soulevées. Donc, c'est essentiellement de bâtir un argumentaire pour nos décideurs régionaux qui nécessite évidemment l'appui de l'ensemble de la population. Alors, c'est une diffusion plus large de ces débats-là, de ces problématiques-là. La raison est simple, c'est qu'on a constaté que souvent, ces gens qui vivent en région n'ont pas la capacité, n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources, ou souvent dans certaines expertises pour répondre à ces particularités-là ou à ces problématiques. Donc, demandent, sont en désaccord, mais ont de la difficulté à articuler un débat pour être capable de convaincre l'autre interlocuteur de la justesse de la solution ou du problème qui est soulevé. Et il est évident que le défi des régions est un défi qui est important, qui est permanent et qui adresse un ensemble de problématiques. Ça vous force à avoir une vision beaucoup plus large que des visions très ponctuelles ou très spécialisées où vous réunissez plusieurs spécialistes ensemble et vous allez essayer de concocter une solution au problème qui est posé. Quand vous vivez en région, vous n'avez pas cette expertise-là très diversifiée. Vous devez être plus généraliste que spécialiste. Vous devez couvrir plus de champs. Donc, les interventions qu'on fait sont aux confins, au carrefour des problèmes de sociologie, ou des problèmes culturels, des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes financiers. Donc, on touche à tout parce que tu vis dans une région. Si on était à Montréal, dans un grand centre, on adresserait un problème d'un point de vue strictement économique. Et ça ouvre des champs ou des perspectives tout à fait différentes. Et pour moi, c'est une chose qui est particulière, que j'apprécie grandement, parce que c'est jamais qu'une solution économique. Et on donne une définition de l'économique au départ, quand on enseigne ou quand on suit ce cours-là. C'est l'économie positive, c'est une description conceptuelle d'une réalité. Mais évidemment, l'ensemble des variables, et c'est qu'on dit « ceteris paribus » ou « toute chose égale par ailleurs », sont des choses qui prennent tout son sens dans une région. Et ça, c'est intéressant. La ressource, évidemment, en dépit du fait que la conjoncture est défavorable, puis qu'on assiste à des restructurations à cause des changements des conditions de marché un peu partout et de la mondialisation, il est évident que cette conjoncture-là nous amène à nous poser des questions sur la façon dont on faisait les choses, puis de devoir s'adapter, donc devoir changer. Et ça, évidemment, c'est vrai pour l'industrie de l'aluminium, c'est vrai pour l'industrie du bois, c'est vrai pour tout l'ensemble du milieu industriel. Dans le cas du bois spécifiquement, la raison pour laquelle elle est intéressante, c'est parce qu'elle répond aux critères du monde contemporain, donc du 21e siècle,
c'est que c'est un produit qui a toutes les caractéristiques d'un bien durable, d'un produit durable. Sauf qu'il n'a pas cette perception-là dans l'industrie québécoise, dans le milieu québécois. Au contraire, il a une perception tout à fait opposée. Et je me souviens d'avoir entendu un conférencier qui disait qu'en France, dans le cas des facultés de bois, ils accueillent, les demandes sont 67 à 800 pour 100 ou 70 à 100 places, alors qu'ici, on a 100 places, mais on a à peu près 20 ou 30 ou 40, on n'a pas assez d'étudiants, de demandes pour le nombre de places qu'on a disponibles. Et là-bas, quand on interrogeait les gens là-bas, les raisons pour lesquelles ils appliquaient, parce que le bois, c'est un produit durable, c'est un produit du 21e siècle, il y a tous les critères des produits auxquels tous les gens aspirent, les jeunes aspirent. Donc, on a un problème de perception majeur. Et le bois, à mon point de vue, selon toute la connaissance que j'ai, tout ce que j'ai pu lire, c'est un produit qui répond à ces critères-là, qui est un produit durable, sur lequel on doit miser et qui est renouvelable, c'est une ressource renouvelable, c'est une fibre qui a des qualités exceptionnelles, qui permet de produire des biens tout à fait fantastiques du 21e siècle. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire de l'industrie du bois une industrie florissante qui est encore plus importante que celle qu'on a eue au début du siècle, qui a permis la naissance et le développement de la région. Donc, c'est une deuxième naissance. Le modèle Vorarlberg est un exemple intéressant, définitivement impossible à reproduire intégralement, mais c'est une région qui était la plus pauvre d'Autriche, même pauvre en Europe, et qui a réussi, dans une période de 30 ans, à en faire une région les plus prospères d'Europe, essentiellement à partir de sa forêt, à partir de sa matière ligneuse. Alors, la région du Vorarlberg, donc, si on a réussi à faire ce virage-là important en Autriche, est-ce qu'on peut faire la même chose? Quels sont les critères ou les choix qu'on doit faire aujourd'hui pour permettre de reproduire ce modèle-là? Je pense qu'on peut adapter la façon dont ils l'ont fait au Vorarlberg. Il y a des pièces de ce puzzle-là qu'on peut utiliser, mais je ne pense pas que celui-là, c'est l'élément sur lequel on peut tabler. Je me trompe peut-être, mais il y a peut-être d'autres clés plus faciles, à mon point de vue, qui seraient mieux adaptées à notre réalité et qui permettraient de collaborer sans coopérer, collaborer au développement de cette filière-là et avec des résultats à peu près équivalents. Je pense que basé sur l'entrepreneurship et basé sur le marché d'exportation, l'avantage qu'on a par rapport au Vorarlberg, c'est qu'on peut exporter. C'est l'avantage et le désavantage. C'est qu'on peut exporter beaucoup plus facilement nos produits. On a un marché de proximité excessivement important. On a une ressource dont la disponibilité diminue aux États-Unis. Donc, on peut très bien se positionner au Canada, au Québec d'abord, et aussi aux États-Unis pour développer le marché d'exportation. Donc, le modèle, oui, qui est très, très auto-centré sur la région elle-même, on peut avoir une variante, un minimum de dynamique très locale avec une dynamique d'exportation qui permet d'atteindre un résultat probablement plus rapidement. Bon, il est évident que ça nécessite le concours des entreprises, ça nécessite le concours des gouvernements pour adopter des programmes qui permettent cette réalité-là. Mais à mon point de vue, c'est faisable sûrement. Plus de la collaboration, moins nécessaire de la coopération en visant les marchés d'exportation. Et ça, c'est un avantage qu'on a. Le premier rôle que la région doit jouer, c'est... Puis ça, il faut utiliser la première phase du développement de ce qu'on a fait au Vorarlberg. Il faut nous-mêmes commencer à être fiers d'utiliser le bois. Donc, il faut faire de l'autoconsommation. Et tant aussi longtemps qu'on ne sera pas convaincus nous-mêmes, tous ceux qui utilisent des matériaux autres que le bois, de choisir en priorité le bois, on aura difficulté à se convaincre qu'on peut l'exporter. Donc, ou convaincre nos gouvernements d'adopter des politiques. Donc, il faut d'abord nous-mêmes utiliser le bois. Et comme on n'a pas à innover beaucoup, toutes ces choses-là existent, tous ces produits-là existent, toutes ces technologies-là existent, tous ces équipements-là existent. Il s'agit d'y aller progressivement et à ce moment-là, on pourra définitivement le faire.
L'Institut lui-même a été créé il y a 3 ans et s'est donné comme mission de réaliser, mais surtout de commander des études à caractère socio-économique pour et au profit des régions ressources. Les raisons, je le rappelle, c'est qu'il est évident que la plupart des sujets dont on traite sont souvent fort bien documentés, mais dans une perspective plus centrale ou plus centriste. Et ce n'est pas toujours à l'avantage des régions ou l'intérêt des régions n'est pas toujours pris en compte. Donc, si on fait l'exercice d'un point de vue régional, généralement ou assez souvent, ça donne des résultats différents. Ça nous permet d'avoir des stratégies différentes et au moins de faire prendre conscience au gouvernement supérieur que l'intérêt des régions est souvent ou occasionnellement sacrifié au bénéfice des grands centres. Donc, par ces études-là, en donnant un ancrage plus régional, on est en mesure d'avoir un argumentaire, d'avoir des positions qui nous permettent de mieux défendre notre point de vue. La clientèle cible, évidemment, indirecte ou directement, ce sont les décideurs des gens qui vivent dans les régions ressources et les populations concernées. Donc, si on a un argumentaire mieux articulé, nos décideurs seront plus en mesure de défendre le point de vue des régions, donc on aura des politiques plus articulées, à l'avantage du centre également ou des régions plus centristes. Et donc, le point le plus important vise une défense plus acharnée et mieux documentée des intérêts des régions ressources. Et évidemment, on a commencé par la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Institut étant originaire de cette région ici. Et comme de soi, le premier sujet qu'on a voulu traiter, c'est la forêt, parce que la forêt était une industrie qui est à la base même de la naissance de la région. Elle a assuré son développement, son essor, mais au cours des 3 dernières ou décennies ou des 4 dernières décennies, c'est une industrie qui ne s'est pas ou s'est peu renouvelée avec des infrastructures relativement vieillottes, avec des investissements de mise à niveau, mais il n'y a pas beaucoup d'investissements majeurs dans les activités modernes. Je parle évidemment des grandes entreprises, même si dans le cas des PME, il y a eu beaucoup d'investissements importants qui sont faits. Il y en a quelques-uns encore récemment au cours des 5 ou 6 dernières années dans les produits nouveaux, mais ce n'est pas l'exemple classique ou fréquent qu'on retrouve dans les régions ressources pour notre industrie forestière. Donc, c'est une industrie qui était en sérieuse difficulté, qui l'est encore, avec des problèmes structurels importants tels que je viens de le décrire, mais également des problèmes conjoncturels par rapport à ces marchés traditionnels. Si elle est à la base des régions ressources et, entre autres, plus spécifiquement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc il est important qu'on y consacre tout notre intérêt et que ça devienne une préoccupation et une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ça a été le premier thème abordé par l'Institut des régions ressources. On a organisé 3 colloques, c'est le 3e. Les premiers visaient de se conforter avec le potentiel que représentait l'industrie forestière en invitant des conférenciers qui nous présentaient ce que certains pays dans le monde avaient réussi comme expérience intéressante en termes de développement forestier. Donc, ceux qui réussissaient à se développer et s'en tiraient bien par leur industrie forestière. Donc, on avait couvert avec un angle le plus large possible tous les pays du monde qui avaient des ressources semblables ou apparentées à la nôtre et qui avaient réussi à mieux s'en tirer que nous. Le deuxième visait plus spécifiquement l'industrie québécoise et évidemment de la façon dont on l'exploitait traditionnellement avec quelques avenues de solutions qui étaient donc un petit visant un peu plus pragmatique qui visait les solutions à notre industrie forestière de la façon dont on l'exploitait, l'espèce de virage marginal qu'on pouvait prendre pour trouver des solutions intéressantes dans l'industrie forestière. Celui d'aujourd'hui vise à nous donner un objectif beaucoup plus intéressant parce qu'il y a eu un exemple ou quelques exemples européens où là, on voit qu'il y a des gens qui ont pris en main leur industrie forestière et elle a un lien de parenté très étroit avec notre région et cette prise en main-là s'est faite à partir de régions, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. J'espère qu'on ne me contredira pas. Donc, ils visent à prendre en main, à partir d'une région, leur industrie et qu'ils ont fait un franc succès. Donc, ces exemples-là, ou cet exemple-là plus particulièrement, nous permettent de voir qu'il est possible, si on s'en donne la peine, de développer notre industrie forestière de la façon la plus florissante et reproduire les exemples européens. Alors, il n'est pas nécessaire d'inventer la roue. Il y en a déjà qui l'ont fait.
Il s'agit de savoir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut reproduire de ces modèles-là, de ces expériences-là. Et j'espère bien qu'on va en tirer le meilleur profit possible. Voilà, après Adam Lapointe, donc la découverte de nouvelles avenues pour l'industrie forestière du Québec. Nous en verrons d'autres de ces avenues au cours des prochaines semaines. Bonne semaine à tous, on se retrouve à une prochaine émission.